manifesté de manière assez continue de l'intérêt pour l'architecture. Bon, pour l'architecture à la fois formellement, pour l'usage qu'on en fait, pour les bâtiments eux-mêmes et pour ce qu'ils deviennent, etc. Enfin, j'ai raté l'enseigne d'ailleurs que en fait, je n'ai pas fait d'études supérieures, mais je me suis inscrit à un moment donné à l'école des Beaux-Arts, où j'ai dû suivre 2 heures de cours avant de perdre courage. Mais cela prouve quand même, cela témoigne d'un vague intérêt que j'ai eu, peut-être même un peu plus que vague, que j'ai eu jeune. Quasiment une vocation. Voilà. En fait, je me suis inscrit, si j'ai pas de mémoire, à l'école des Beaux-Arts à peu près en même temps que François Chanin, sauf que lui, ça l'a mené plus loin dans cette voie. Bon. Et moi, je ne l'ai pas suivi. Je voulais faire 2 rectificatifs sur des choses. Peut-être même 3. Primo, depuis l'époque où Jean-Baptiste Aran a écrit cet article, j'ai eu quand même d'autres traductions. Bon. Non, je ne le dis pas par vanité, mais juste pour mettre les choses au point. Bon, effectivement, à l'époque, il n'y avait que cette traduction en grec de l'organisation. Bon. D'autre part, je ne me définirai pas, je ne renie absolument pas le fait que j'ai été ce qu'on appelait un maoïste. C'est-à-dire que j'ai adhéré et milité plusieurs années dans une organisation qui portait cette étiquette, mais dont je précise qu'elle m'avait surtout séduit du fait de son extrémisme ou de sa radicalité, comme on voudra, et beaucoup moins de sa référence à la Chine et à Mao Tse-tung, dont je n'ai jamais été, sinon peut-être alors dans mes très jeunes années, un adepte fervent. Je tiens à préciser quand même pour l'histoire que j'ai même suggéré, quand j'étais membre de ce groupe, qu'on retire la tronche de Mao Tse-tung, qui en ornait, si on peut dire, qui ornait le frontispice de notre journal. Voilà. Donc j'ai jamais été très pro-chinois. Voilà. Maoïste, oui, puisque c'est comme ça qu'on nous désignait. Pro-chinois, non, pas vraiment. Et j'aurais volontiers dit, comme je ne sais qui, des pro-chinois comme Godard, je crois, des pro-chinois, qu'ils aillent en pro-Chine. Hein, vraiment. Et l'autre part, dernier truc, alors là, pour Boulogne-Billancourt, je serais ravi, effectivement, de pouvoir revendiquer des origines prolétariennes, comme semble le suggérer cette naissance à Boulogne-Billancourt, mais en vérité, je suis né à la clinique du Belvédère, qui était à l'époque un endroit assez chic. Voilà, donc c'était plutôt la partie Boulogne que la partie Billancourt. Donc je ne suis pas né sur une chaîne de montage de l'usine Renault. Comme le nouveau messie de la classe ouvrière, j'aurais aimé, mais ça n'a pas été le cas. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi cet intérêt? Alors justement pour ce qu'on peut appeler peut-être, je sais pas, des zones de friche ou des lieux d'élitement des lieux de la classe ouvrière, d'où ça vient? Pourquoi? Non, mais ça, on pourrait y passer la soirée. C'est pas bien sûr que, par ailleurs, dans ces années-là, bon, j'ai été amené effectivement à travailler, pas beaucoup d'ailleurs, parce qu'en général, j'étais refusé à l'embauche ou alors éjecté extrêmement vite dès qu'on m'avait repéré, ce qui advenait en général en un délai de 2 ou 3 semaines. Enfin, j'ai quand même eu une certaine expérience du travail en usine, même si je ne l'avais pas eu à ma naissance. Et j'ai travaillé, en tout cas j'ai vécu dans des villes ouvrières, etc. Enfin, dont une en particulier m'a inspiré un attachement tel que j'y retourne très régulièrement, y compris pour écrire d'ailleurs, qui est Saint-Nazaire. Bon. Donc je me suis intéressé au lieu de travail. À l'époque, pas tant sous l'aspect de la beauté que sous d'autres aspects. Au demeurant, même à cette époque, par exemple, je me souviens très bien, c'était d'ailleurs assez mal vu dans les milieux, dans les cercles que je fréquentais, il valait mieux pas trop insister là-dessus, mais j'étais quand même extrêmement sensible à la dimension esthétique de la construction navale, par exemple. Il faut dire qu'elle est particulièrement flagrante, mais donc la beauté des chantiers navals de Saint-Nazaire au lever du jour, surtout à cette époque où il y avait presque toujours plusieurs gros navires en construction, voilà, c'était quand même une chose qui ne m'était pas indifférente. Après, donc quand cette espérance ou cette illusion, ce qui souvent revient au même, s'est effondrée, je veux dire, bon, elle s'est effondrée, elle ne s'est pas effondrée en un jour, mais enfin, elle s'est quand même... voilà, elle a disparu finalement de la surface de la Terre. Enfin, j'ai l'espérance dans le socialisme et dans les vertus rédemptrices de la classe ouvrière, qui quand même avait été une chose à laquelle il est inutile de rappeler que des millions de gens ont adhéré, y compris les meilleurs esprits ou certains des meilleurs esprits de ce pays. Quoi. Donc je me suis toujours interrogé sur la soudaineté avec laquelle une religion de ce type avait pu disparaître, même si c'est lié en partie à l'évolution des conditions économiques, etc.
Et j'ai décidé, quant à moi, de m'interroger sur ce qui m'avait conduit à m'identifier à cette cause. Bon. Et donc, y compris à rechercher des lieux, enfin, à continuer. Bon, par exemple, j'ai écrit un livre qui finalement a pris une direction tout à fait différente, enfin, que j'avais conçu au départ comme une espèce de chant funèbre sur la sidérurgie dans le Nord, Pas-de-Calais et en Lorraine. Voilà. Et c'est vrai que ça m'intéresse, et ça continue à m'intéresser de savoir pourquoi des endroits qui ont eu une telle puissance symbolique, émotionnelle, etc., tel que l'était par exemple, l'usine Usinor de Denain, ou les usines équivalentes dans la vallée de la Fensch en Moselle, d'abord ont perdu, quand elles existent encore, toute signification de ce type, c'est-à-dire que tout le monde s'en fout, ça n'est plus rien, personne n'attend plus rien, enfin, personne ne s'imagine que l'avenir naîtra dans ces creusets, et de surcroît, elles ont souvent physiquement disparu. Donc je trouve aussi extrêmement intéressant ce double processus, de disparition idéologique et de disparition physique. Par exemple, dans le cas de la ville de Denain, c'est vrai que c'est tout à fait extraordinaire de voir comment cette ville, qui s'est développée autour d'une gigantesque usine sidérurgique, est devenue maintenant une espèce de faubourg misérable, entourant une espèce de vague espace vert dans lequel se lisent encore des traces à demi effacées de ce qui a été une des plus grosses usines de France, employant des milliers de gens et suscitant donc toute cette mythologie